le rapport sur l'IPC est sorti. Comment les marchés réagissent-ils à cela? Cela ne veut pas dire que nous allons entrer en stagflation, ou cela veut-il dire que nous pourrions éviter la stagflation? La première chose dont je veux parler, bien sûr, c'est le rapport sur l'IPC. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, allons sur CNBC. Et en fait, c'était inférieur aux attentes. Donc, juste ici, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,0. À 8%, c'est en février par rapport à 12 mois plus tôt, une décélération par rapport à janvier. Donc, je veux souligner que l'IPC sous-estime l'inflation. Tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Mais je pense que c'est un chiffre important pour se faire une idée de la tendance. Et sommes-nous dans une tendance désinflationniste? Et rappelez-vous, rien ne monte ou ne descend en ligne droite. Sommes-nous dans une tendance déflationniste ou sommes-nous dans une phase de hausse de l'inflation comme nous l'avons vu en 2021? Et vous savez, en regardant mes vidéos, j'ai plutôt été du côté de la déflation de 9% jusqu'à pratiquement 3%. Et j'étais comme, ouais, je ne vois pas vraiment de catalyseur pour que l'IPC augmente significativement ou pour une réaccélération de l'inflation. Et puis, je ne vois pas non plus de raison pour laquelle nous continuerions ce cycle désinflationniste, à moins que nous obtenons plus de ce que nous avons vu pendant la maladie de l'enquête. Et ensuite, je pencherai plutôt vers une réaccélération de l'inflation, où nous avons une récession, quelque chose qui réduit la production économique, la demande agrégée, comme le taux de chômage qui augmente. Et alors, d'accord, maintenant je penche plus vers le camp désinflationniste, ce qui signifie que je ne serai pas surpris si l'IPC descend en dessous de l'objectif de 2% de la Fed. Et en attendant, jusqu'à ce que nous obtenions l'un de ces bovins, j'étais comme, je ne sais pas. Je veux dire, pour moi, mon scénario de base, c'est que nous flottions entre 2,5 et, excusez-moi, entre 3,5. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est déroulé vraiment au cours de la dernière, disons, année. Mais nous redescendons à 2,8. Les attentes étaient de 2,9. Donc, ce n'est pas un gros écart à la baisse. Mais vous savez, est-ce que c'est une tendance à la baisse? Est-ce que ce n'est que du bruit? Nous allons continuer la tendance à la hausse quand nous sommes passés de 2,4 à 3. Je ne pense pas vraiment qu'on puisse conclure que c'est l'un ou l'autre. Je pense juste que rien ne monte ou ne descend en ligne droite. Prochain point clé, les tarifs sur l'acier et l'aluminium sont entrés en vigueur mercredi. Les économistes craignent qu'une guerre commerciale qui s'intensifie puisse freiner ou inverser les progrès sur l'inflation. Donc, les progrès sur l'inflation auxquels ils font référence, c'est l'IPC qui est passé de 3% à 2%, descendu à 2,8%. Maintenant, nous allons passer en revue certains des détails de l'inflation. Et honnêtement, c'est déroutant de voir comment ils peuvent arriver à ce chiffre de 2,8. Et encore une fois, je pense que cela sous-estime la situation. Je pense que la tendance, nous pouvons extrapoler des données à partir de cela et dire, d'accord, la tendance est probablement à la baisse, mais je ne sais pas comment ils arrivent à ce chiffre de 2,8 basé, oui, sur les autres points de données qu'ils utilisent dans leur formule pour obtenir le 2,8 en premier lieu. D'accord. Donc les œufs, bon, pas de surprise ici, ont vu de loin le taux d'inflation le plus élevé parmi les autres catégories en février. Bien sûr, ils ont cette fille qui vérifie les œufs ici. Je ne sais pas pourquoi tout le monde n'achète pas son propre poulet, mais nous garderons ça pour une autre vidéo. Donc la conclusion, c'est la répartition des prix globaux d'une année sur l'autre. Donc quand je parlais de 2,8, c'est sur une base annuelle. Le chiffre réel d'un mois à l'autre était de 0,2. Les attentes étaient de 0,3. Donc vous pouvez voir dans les articles, ça combiné, nous avons 2,8% dans la nourriture à domicile et cela d'une année sur l'autre. 1,9%, la nourriture à l'extérieur, 3,7% et tous les articles. Moins la nourriture et l'énergie, 3,1%. Mais c'est là où je suis un peu flou sur les maths, pour dire le moins. Maintenant, j'ai failli rater mon année de lycée, comme la plupart d'entre vous le savent. Et je n'ai jamais suivi de cours d'économie, jamais suivi de cours de finance. Je ne suis en aucun cas un génie des maths. Mais j'ai du mal à faire le lien. Donc, ceux d'entre vous qui êtes bons en maths, peut-être que vous pouvez m'aider avec ça. Donc, la plus forte augmentation dans l'ensemble du panier était les œufs. Comme je l'ai dit, 50,8%, 58,8%. Mais le deuxième rôti de bœuf, 9 francs. Ce n'est pas comme si c'était bas.
café 8,6, viande hachée 7,8. Vous pouvez voir jusqu'au orange à 2,8. Donc, d'après ce qu'ils nous ont montré ici, la plus faible augmentation était de 2,8%, la plus élevée était de 58,8%. Mais pourtant, la moyenne est de 1,9%. Donc, la moyenne, c'est en gros 1% de moins que l'article le plus bas de la liste, qui est, encore une fois, les oranges à 2,8%. Maintenant, je suppose que la raison pour laquelle ces calculs ne s'additionnent pas vraiment, c'est qu'il y a des choses dont ils pensent qu'elles ont baissé de prix. Mais pourquoi ne mettrais-tu pas ça sur le graphique? Par exemple, si je suis CNBC ou si je donne les informations à CNBC, est-ce que je ne voudrais pas mettre genre la moitié des articles, vous savez, en augmentation de prix et puis montrer les autres 50% qui baissaient de prix? Pourquoi est-ce que je mettrais de côté tous les articles qui ont baissé de prix? Je veux dire, il semblerait que même si les chiffres ne s'additionnaient pas exactement, au moins cela donnerait un peu plus de sens à la façon dont ils ont obtenu ce 1,9% au départ. Ou, je ne sais pas, peut-être que c'est juste des maths gouvernementales. C'est comme, ce n'est même pas comme de l'ingénierie inverse. J'allais dire qu'ils arrivent à 1,9% et ensuite ils inversent tous les autres chiffres pour y parvenir. Mais tu ne fais même pas l'inverse des autres chiffres parce qu'on n'est même pas du tout proche d'après ce qu'on a ici à 1,9%. Donc, c'est un peu déroutant. Peut-être que je ne fais pas les calculs correctement. Peut-être qu'il est mathématiquement possible d'avoir une moyenne de 1,9% quand la plus faible augmentation de prix est de 2,8%. Dites-moi dans le chat. Je veux dire, regarde ça. Énergie, négatif. 0,2%. Oh, fantastique. Super. Nos deux entrées sont un plus 6% et un plus 2,5%. Ce chien ne chasse pas. Et encore, une fois, je comprends ici. La raison la plus raisonnable pour cela, c'est qu'ils ont simplement omis toutes les choses dont le prix a baissé. Mais pourquoi ne l'ajouterais-tu pas à la liste? Pourquoi me donnerais-tu une liste? C'est tellement éloigné de la moyenne générale pour toute cette catégorie de biens ou de services. C'est reparti. Tous les articles hors nourriture et énergie. Nous sommes à 3,1%. Notre plus élevé est en hausse de 20,8%. Et notre plus bas est en hausse de 5%. C'est juste bizarre. C'est parti. Michael Pugliese, économiste senior chez Wells Fargo, a dit que le progrès est chaotique. Ouais, je lui accorde ça. Rien ne monte ou ne descend en ligne droite. Ce n'est pas un chemin linéaire vers le bas. Il y a encore des risques, mais il n'y a aucun signe de réaccélération avec les données en main. Allez. Vous savez, ces analystes, pouvez-vous, s'il vous plaît, avoir une pensée originale, s'il vous plaît? Je veux dire, fondamentalement, si tu veux savoir ce que pense un analyste sur quelque chose, prends simplement ce que les données ont dit au cours de la dernière semaine et c'est ce qui va constituer son opinion sur ce qui va se passer indéfiniment dans le futur. Donc, je te garantis que ce gars, je veux dire, s'il avait, tu sais, c'est probablement le gars qui, la semaine dernière, disait, eh bien, tout indique vers la stagflation. Tout indique une réaccélération des prix à la consommation, juste parce que nous avons vu 2,4 à 3. Et maintenant, tout d'un coup, nous avons ça, et il dit, oh, eh bien, voilà, c'est assez évident. Rien n'est linéaire. Et nous n'avons plus à nous inquiéter de l'inflation. Je ne dis pas que c'est ma position, mais c'est juste comme ça. S'il vous plaît, pourriez-vous avoir une pensée originale? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu analyses, en fait? Tu sais, si tout ce que tu fais, c'est de répéter ce qui s'est passé au cours des 3 derniers jours, alors qu'est-ce que tu analyses vraiment? Je suppose que c'est comme ça qu'ils gardent leur emploi. C'est ça le fond du problème. Et Chris et moi en avons parlé l'autre jour, Chris Irons. C'est comme s'il parlait de la façon dont la Banque centrale vise un taux annuel de 2% sur le long terme. D'accord. Alors, tu vas me dire que si nous sommes à 2,1%, alors ils vont être paniqués par l'inflation des années 1970. Et puis, si nous sommes à 1,9%, alors ils vont être tout aussi paniqués. Mais au lieu des années 1970, ils vont s'inquiéter des années 1930. Si nous avons juste 2 points de base de delta ou 3 points de base, c'est comme, allez, cet objectif de 2%, c'est tellement ridicule. Si tu y penses pendant plus de 30 secondes et que tu as plus de 10 ans, c'est comme, ça n'a absolument aucun sens.
Et quand allons-nous simplement désigner l'empereur et admettre qu'il ne porte pas de vêtements? Salut les gars, je voulais faire une petite pause dans la vidéo pour vous parler d'une nouvelle stratégie d'investissement que j'utilise. La plupart d'entre vous le savent, la pierre angulaire de mon portefeuille, c'est l'or physique. Le problème, c'est que tu as toujours un coût de portage négatif parce que tu as des frais de stockage. C'est la même chose avec l'argent. Mais j'ai en fait trouvé un moyen de te faire payer pour posséder de l'or et de l'argent physique. Et voici le meilleur. On ne te paye pas juste un taux d'intérêt en monnaie fiduciaire. On te paye un taux d'intérêt en métaux précieux. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous disent: «Oh, Georges a l'air trop beau pour être vrai», et c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai entendu parler de ça pour la première fois. Voici le contexte. Je reçois beaucoup d'entreprises qui viennent me voir et me disent: «Georges, nous voulons sponsoriser tes vidéos». En général, je les refuse parce que ce n'est pas vraiment un bon fit. Mais j'ai eu une entreprise qui est venue me voir l'autre jour appelée Monetary Metals. Et quand ils m'ont expliqué ce qu'ils faisaient dans leur modèle commercial, je me suis dit: «C'est une évidence». En fait, ça avait l'air tellement bien que je me suis ouvert un compte moi-même et ça se passe extrêmement bien. Alors j'ai dit, bien sûr, sponsoriser quelques vidéos parce que c'est un service. Je pense que cela serait extrêmement bénéfique pour mon audience. Alors voici comment ça fonctionne. Vous pouvez aller de l'avant et ouvrir un compte chez eux et le financer avec vos métaux précieux existants, ou vous pouvez acheter directement chez eux, généralement un peu moins de 1% au-dessus du prix du marché. Et en ce moment, pendant que nous parlons sur la plateforme, il y a des opportunités d'être payé environ 4% d'intérêt. Donc, encore une fois, ce n'est pas en monnaie fiduciaire. Ils vous paient en métaux précieux supplémentaires. Donc, si vous déposez, disons, 100 onces d'or chez eux à la fin de l'année, vous aurez 104 onces d'or. Donc, pour rejoindre les milliers d'investisseurs, y compris moi-même, qui sont payés pour posséder de l'or et de l'argent physique, vous pouvez aller sur monetarymetals.com/gammon. C'est monetarymetals.com/gammon. Alors maintenant, parlons des tarifs de Trump. Et vous savez, je n'aime pas les tarifs de Trump en tant que politique économique ou en ce qui concerne une politique économique, vous le savez. Mais vont-ils créer une inflation massive? Non, je ne vois pas comment ils feraient ça. Prenons à moins que vous n'ayez l'offre monétaire M2 ou que l'extension du crédit ne démarre vraiment à plein régime. En d'autres termes, les banques devraient jouer le jeu. Et si les banques sont là et qu'elles ne voient que des risques, elles ne vont pas prêter à l'économie réelle et cela ne va pas créer suffisamment d'offres monétaires pour faire baisser et soutenir des prix plus élevés en termes de salaire. Parce que vous devriez avoir ces marges qui augmentent ou du moins qui restent les mêmes afin qu'ils puissent se permettre des salaires plus élevés. Parce que ce qui se passe pour obtenir des salaires plus élevés, si les fournisseurs ou si les employeurs, les entreprises, s'ils ne génèrent pas plus de revenus bruts, alors la seule chose que vous avez là, la seule variable, ce sont vos marges bénéficiaires. Mais vos marges bénéficiaires ne peuvent descendre qu'à un certain niveau, n'est-ce pas? Avant, il fallait juste commencer à licencier des employés. Donc, vous ne pouvez pas simplement continuer à augmenter les salaires et à augmenter les salaires et obtenir cette spirale des salaires et des prix dont ils parlent toujours. Il faut que ces entreprises prennent des risques. Il faut que les banques prennent des risques sur les entreprises et leur prêtent de l'argent. Et donc, vous pouvez, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je dis juste que si nous regardons strictement comment les prix augmentent et se réaccélèrent, je ne vois pas comment vous pouvez le faire à moins que les revenus n'augmentent. Et je ne vois pas comment vous pouvez le faire à moins qu'il n'y ait plus de prise de risque de la part des entrepreneurs, des entreprises et des banques elles-mêmes. Et j'utilise un peu. M2 est un proxy très très large pour cela. Alors, pourquoi ne suis-je pas si inquiet au sujet de l'inflation des prix à la consommation avec les tarifs? Il est très vrai que si vous imposez des tarifs sur chaque chose chez Walmart, le prix va probablement augmenter, surtout si vous le faites à 25%. Si vous imposez un tarif de 1%, alors cela n'aura pas un impact aussi dramatique, évidemment. Mais si vous imposez un tarif de 25% sur tout, chez Walmart, juste en prenant cela comme exemple, vous allez voir les prix augmenter là-bas. Mais encore une fois, si vous ne voyez pas les revenus augmenter, alors ces personnes vont, supposons, devoir acheter ces choses chez Walmart pour mettre de la nourriture sur la table. Eh bien, ils vont devoir prendre ce pouvoir d'achat ailleurs parce que ce qui se passe chez Walmart prend un pourcentage plus élevé de leur salaire. Donc, bien que les prix chez Walmart augmentent, d'autres choses diminuent et vous voyez le taux de chômage augmenter parce qu'ils retirent la demande agrégée des dépenses discrétionnaires.
J'appelle toujours ça les choses dont vous avez besoin qui augmentent. Il est très probable que les choses que vous voulez vont diminuer. Donc ici, il parle en gros, vous savez, CNBC et les médias traditionnels, c'est tout sur le fait que Trump est mauvais. Les tarifs sont de l'inflation. C'est n'importe quelle chose négative qu'ils soulignent dans l'économie. Ils disent toujours que c'est à cause des tarifs. Et encore une fois, je n'aime pas les tarifs en tant que politique économique, mais ce n'est pas, allez, ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons chaque point de données négatif que nous avons. Par exemple, le taux de chômage a augmenté l'autre jour. On ne peut pas dire, oh, eh bien, évidemment, oh, c'est à cause des tarifs. Je veux dire, peut-être qu'il y a un léger composant là-dedans. Mais ce qu'ils font, c'est juste, d'accord, le taux de chômage, eh bien, ça doit être 100% à cause des tarifs. Les prix des œufs ont augmenté de 59%. Eh bien, ça doit être 100% à cause de quelque chose que fait Donald Trump. Voici un graphique. Et si vous voulez regarder sans la nourriture et l'énergie, ce que je ne comprends pas pourquoi, ils excluent ça à cause des deux principales choses dont les gens ont besoin pour survivre, mais ça a baissé à 3,1%. Et comme nous l'avons dit plus tôt, l'indice des prix à la consommation IPC est à 2,8. Alors, allons-y et voyons ce qui s'est passé sur les marchés. Quel a été le résultat ici? On pourrait supposer que les rendements obligataires, un bond du Trésor à 10 ans, vont diminuer. C'est intéressant, à peu près stable, pas grand-chose ne s'est passé, bien que j'ai commenté cela sur Twitter et que j'ai dit, vous savez, les gens de CNBC, ils ont évidemment quelques recrutements en matière de diversité là-bas. Et la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est à cause de ce titre. Écoutez ça, vous allez bien rire avec celle-ci. Les rendements des bons du Trésor augmentent. En d'autres termes, les rendements ont augmenté après que le rapport sur l'IPC a apaisé les inquiétudes concernant la stagflation. Donc, la stagflation. En d'autres termes, l'inflation qui augmente encore et encore, comme nous l'avons vu dans les années 1970. Parce qu'il y a une probabilité plus faible de cela. Les années 1970, qui est la décennie la plus inflationniste de l'histoire des États-Unis, ou du moins de l'histoire récente, alors cela signifie que c'est pourquoi les rendements des bons du Trésor ont augmenté. Évidemment, je rigole ici les gars, c'est évidemment l'inverse. Non. Si vous vouliez expliquer les rendements, ou si vous vouliez donner une explication. Quant à la raison pour laquelle les rendements ont augmenté, on ne dirait pas que c'est parce que les attentes inflationnistes ont diminué. C'est juste des absurdités complètes. Et donc, je ne sais pas qui écrit ces absurdités, mais je parie qu'ils n'ont pas été embauchés sur la base de leurs compétences. Juste une supposition. Juste une supposition. Quoi qu'il en soit, revenons au marché. Donc, nous sommes à peu près à l'équilibre, bien que le Nasdaq, comme vous vous en doutez, soit en hausse plus que les autres. Parce que, d'accord, peut-être que nous verrons des taux d'intérêt plus bas, peut-être la Fed. Les fonds descendent un peu plus. Peut-être que nous verrons un assouplissement là-bas. Et c'est pourquoi le Nasdaq est en hausse de 212 points, ce qui est super, à moins que vous ne preniez un peu de recul et que vous regardiez ce que le Nasdaq a fait dernièrement. Nous allons regarder un graphique. Et la plupart d'entre vous savent en regardant ma vidéo que c'est un graphique moche. Là, c'est la zone pas bonne. Donc nous sommes juste ici à environ 20 000. Et puis nous sommes juste tombés dans le vide. Wile E. Coyote. Et puis nous avons juste rebondi légèrement. Mais je ne sais pas si j'étais en position longue. Le Nasdaq, je ne sais pas si je trouverais beaucoup de réconfort dans l'action des prix d'aujourd'hui. C'est regarder des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Et c'est drôle, parce que j'étais à Saint-Bart, était là pendant le week-end. Et je parlais à Steve et à quelques autres gars, comme Hugues, et à peu près tous les gestionnaires de fonds spéculatifs avec qui je parlais. Là-bas, ils disent, nous n'achetons pas. Quand un graphique ressemble à ça, eh bien, nous ne le faisons tout simplement pas en ce qui concerne le marché global. Donc, si vous avez un marché qui est en tendance baissière, en d'autres termes, des creux de plus en plus bas, des sommets de plus en plus bas, la plupart des gros investisseurs. Il y en a peut-être quelques-uns qui essaient d'attraper un couteau qui tombe, mais la plupart des gars avec qui je parle, qui sont ceux-là, cela a généré juste des dizaines de milliards de dollars et l'a fait très, très efficacement pendant des décennies. Ils se disent, quand ils voient un graphique comme ça, ouais, surtout le Nasdaq, ils restent en dehors du jeu. Ils ne vont pas jouer jusqu'à ce que nous voyions un renversement de cette tendance où vous commencez à voir des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Et donc, ma prochaine question était, eh bien, qui va répondre à l'offre ici? Et ils ont dit, ça doit être passif.
Ça doit être passif. Et ça vous donne en fait pas mal de clarté, parce que je parlais juste à Jason Hartman du marché immobilier. Nous parlions du nombre de variables qu'il y a, et ça devient très déroutant parce qu'il y a tous ces courants contraires, surtout en 2025. Mais quand vous pouvez isoler le Nasdaq ou le S&P 500 et que vous pouvez regarder un graphique comme ça et savoir que probablement 90% des investissements discrétionnaires vont rester en dehors du jeu jusqu'à ce que ce graphique change. Et puis vous vous demandez qu'est-ce qui pourrait inciter les investisseurs passifs, c'est-à-dire les gros détaillants, à venir acheter cette baisse. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que quand vous essayez de prendre en compte la psychologie et ce qui pourrait probablement inverser cette tendance, il faut réfléchir à ce qui va vraiment motiver et créer cette avidité chez l'investisseur particulier à un point où ils mettront plus d'argent dans le passif et ensuite le passif. Répond simplement à l'offre. Parce que c'est tout comme Mike le dit. Il dit, c'est juste $1 investi, j'achète $1 d'action. Je veux dire, le graphique annuel n'a pas l'air très bon. Je veux dire, on pourrait dire qu'il y a peut-être un certain support ici, mais je ne suis pas technicien. Je peux simplement vous répéter ce que les personnes avec qui je parle disent sur les marchés en général ici. Donc, pour revenir à les autres marchés, parlons de Bitcoin et de Bitcoin 83. Donc, je sais, c'est un peu va-et-vient toute la journée. Nous sommes à l'équilibre. Le graphique là-bas n'a pas l'air très bon non plus. Vous savez, c'est un peu ce à quoi je m'attendais avec le Nasdaq qui est légèrement en hausse pour la journée. L'or est également plutôt stable. Et le pétrole, c'est la même chose. Donc, pas trop de mouvement ici, même si l'IPC est arrivé un peu plus bas que prévu. Cependant, quelques légers ajustements ont été nécessaires pour atteindre l'équilibre souhaité.